Nous allons demander maintenant aux 4 intervenants suivants d'avoir la gentillesse de bien vouloir nous rejoindre sur scène, à commencer par monsieur le professeur Maurice Giroux. Monsieur le professeur, merci d'avoir la gentillesse de nous rejoindre. Monsieur le professeur Patrice Laloux, si vous voulez bien nous rejoindre également, monsieur, et prendre place. Le docteur Mathieu Routgers, s'il vous plaît, monsieur, merci d'avoir la gentillesse de bien vouloir vous approcher. Et enfin, le docteur Laurent Darojo. Installez-vous, messieurs, si vous le voulez bien. Prenez vos places, installez-vous, messieurs, sans souci. Voilà. Juste quelques petites explications sur les règles du jeu, messieurs les intervenants, mais vous les connaissez. Mais quand on les a dressées, ça m'évitera de vous interrompre impoliment. Je m'assois ici et vous avez 20 minutes. Lorsque je me lève, c'est que les 20 minutes sont écoulées. Comme ça, je n'ai même pas à vous le dire. Vous voyez ? La salle vous le dira et moi, j'éviterai d'être impoli avec vous. Assis, vous parlez. Debout, on ne parle plus. Monsieur le professeur Maurice Giroux du CHU de Dijon, créateur du réseau Eros, l'AVC comme cause prioritaire de santé publique. Monsieur le professeur, c'est à vous. Vous avez le choix, c'est soit ici, soit au pupitre, soit même complètement libre avec un chef si vous préférez, monsieur. Ça vous va mieux comme ça ? Monsieur le professeur, c'est parti pour 20 minutes debout ou assis comme vous voulez. Donc vous avez de la chance parce qu'effectivement, il est recommandé maintenant de se lever toutes les 30 minutes quand on travaille assis pour éviter infarctus myocarde et AVC. Donc voilà un modèle effectivement de prévention remarquable. En dehors des 20 minutes, moi je voudrais remercier véritablement l'équipe, l'association AVC 08, avec Madame la Présidente qui est remarquable. Si, encore une fois, c'est important de le rappeler. J'ai apprécié, merci. On va changer de micro, ça ira mieux, si vous le voulez bien. J'ai apprécié la qualité de l'accueil, la qualité de l'organisation, la qualité aussi de l'information, parce que véritablement, merci à vous, mesdames et messieurs, d'être aussi nombreux. Il y a 2 salles, et ces réunions grand public sont très importantes. Parce qu'effectivement, on va le voir, autant on parle du cancer, on parle beaucoup moins de l'AVC, et pourtant, par rapport au cancer, l'AVC est une maladie qu'on peut éviter. Et c'est un peu les conseils qu'on va entendre toute la journée. Et avant de commencer, je tiens aussi à remercier monsieur le maire qui nous accueille auprès de la mairie de Mézières. Monsieur le député, merci pour votre intervention. Et je vais aller dans le sens qui est le vôtre. Et dans le sens aussi de monsieur le directeur de l'Agence régionale de santé. La France, on va le voir, a une politique de santé dans l'AVC qui n'est pas anodine, qui n'est pas nulle, et qui montre des résultats qui ne viennent pas de moi ni de la France, mais qui viennent d'Angleterre. Au moment du Brexit, c'est important de savoir que l'Angleterre s'intéresse beaucoup à l'AVC en Europe, et je vais montrer les résultats de leur enquête qui remontent à 2017, donc c'est encore hier. Première diapositive, donc je vais mettre ici pour ne pas gêner. Diapositive suivante. Alors pour dire qu'effectivement, on a des données de plus en plus précises sur l'AVC. L'AVC, je le rappelle rapidement, c'est la maladie. C'était la maladie du sujet âgé, c'est terminé. C'est l'AVC aussi du jeune fumeur. On voit le cannabis qui apparaît, on en reparlera je pense cet après-midi. Le nourrisson est touché, le nouveau-né aussi. Donc c'est une maladie qui touche tout le monde. Et j'ai entendu cette remarque, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc on a intérêt à éviter ce type de maladie. L'autre point important, c'est que ces données sont de plus en plus fiables. Elles sont bien sûr internationales, l'OMS, elles sont nationales, mais aussi elles peuvent être locales. Et là, je voudrais vous montrer la diapositive suivante pour vous rappeler qu'effectivement, le grand problème de l'AVC, c'est l'augmentation du nombre de patients qui sont touchés, aussi bien des adolescents, des jeunes patients, et on en reparlera tout à l'heure, et puis des patients beaucoup plus âgés. Alors pourquoi le nombre d'AVC augmente ? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, et c'est un cri d'alarme que nous avons lancé maintenant en 2015 à partir des données de registre qui recueillent point par point tous les AVC, quelle que soit leur prise en charge, à l'hôpital, en clinique ou à domicile, ou lorsqu'ils ne sont pas traités du tout, on les récupère par l'intermédiaire de l'assurance maladie. Eh bien, on s'est aperçu qu'il y a un risque qui est multiplié par 2 chez les jeunes de moins de 55 ans. Ça, c'est important de le dire. Donc, véritablement, l'AVC, contrairement au cancer, contrairement à l'infarctus, l'AVC change de physionomie. Le jeune est concerné. Sur le plan national, on s'est aperçu aussi, c'est les données de France AVC Santé publique, on s'est aperçu que le nombre d'AVC à l'hôpital augmente. C'est normal parce qu'il y a des traitements extrêmement efficaces qui sont donnés qu'à l'hôpital après une imagerie fine. Mais surtout, on s'est aperçu que le nombre d'AVC des jeunes était de plus en plus hospitalisé. Donc, véritablement, le premier cri d'alarme qu'on lance, c'est « Attention les jeunes, ils sont menacés par l'AVC ». Diapositive suivante.
Alors, quelles que soient, on va dire, les années, on s'est aperçu que jusqu'en 2040, le nombre d'AVC va continuer à augmenter simplement par des calculs statistiques et mathématiques. On s'aperçoit qu'à partir des données que nous avons à Dijon depuis 1985, le nombre d'AVC continue à augmenter. Donc, ce n'est pas un biais, c'est véritablement une réalité. Diapositive suivante. L'autre explication, pourquoi il y a de plus en plus d'AVC, parce qu'il y a aussi de plus en plus de survivants. Et ça, c'est la conséquence véritablement de la politique du ministère menée depuis 2010 avec le plan AVC, qui a créé des unités spécialisées pour la prise en charge des AVC, un numéro unique, le 15, et puis l'arrivée de traitement, la fameuse fibrinolyse, qui est une sorte de desktop qui vient casser le caillot, qui est à l'origine de l'accident vasculaire cérébral. Donc, moins de décès, et c'est très bien. Moi, quand j'étais étudiant, c'était 30% de mortalité au premier mois. C'était énorme. Là, actuellement, nous sommes à 9%. Vous allez me dire, c'est encore beaucoup. Je pense qu'il sera difficile de descendre en dessous parce qu'il y a la raison de l'âge, il y a la raison de la cause de l'AVC, la taille de l'AVC. Tout ceci explique que déjà à 9%, c'est remarquable. Et tous les pays ne sont pas à 9%. La France y est, comme l'Allemagne. Mais l'Angleterre est à 12%. Cocorico, mais c'est pour dire que voilà, il y a bien une politique de santé sur l'AVC en France. Diapositive suivante. Ça me rappelle de bons souvenirs, c'est 1968, donc nous étions jeunes, 18 ans. Nous sommes les baby-boomers post-Seconde Guerre mondiale. Et comme vous le savez, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une baisse de natalité pendant la guerre. Et puis, vers les années 50, avec le retour des prisonniers, il y a eu une augmentation importante de la natalité. Et tous ces jeunes qui ont maintenant mon âge, eh bien, nous arrivons dans l'âge où on peut faire un AVC. Donc, c'est l'autre explication. Aussi bien la France que l'Allemagne, avec le retour de ces prisonniers, nous avons une arrivée sur les patients à risque d'AVC, de ces fameux baby-boomers, ces enfants qui sont nés de façon très fréquente à partir des années 50, conséquence de la guerre. Diapositive suivante. Alors l'autre point aussi, et j'ai entendu le mot prévention, et je rejoins tout à fait ce mot parce que autant il est difficile d'éviter un cancer, autant il est facile, on va le voir, enfin, il est relativement facile d'éviter un AVC parce qu'on connaît les facteurs qui en sont la cause. Diapositive suivante. Alors le problème, comme je l'ai dit, et ça c'est européen, autant la phase aiguë s'est améliorée, et la France, on peut dire, est un leader dans les performances de la prise en charge en phase aiguë, grâce à l'appel au 15. On critique beaucoup les urgences en France, mais ça marche quand même, et dans l'AVC ça marche. Par contre, c'est après la phase aiguë, et là je pense qu'il y a beaucoup de témoignages qui vont nous dire, après la phase aiguë, on nous a oubliés. Effectivement, il y a un problème dans le suivi des patients après un AVC. Il y a les déserts médicaux, il y a la surcharge de travail des médecins traitants, le rôle qu'on pourrait confier aux infirmières, ça va bouger effectivement. Le résultat de tout ça, c'est que le risque de récidive reste élevé en Europe et en France. Nous sommes à 30% de récidive dans l'année qui suit, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a 30% de patients qui vont revenir à l'hôpital. Il y a donc un surcoût. Et là, il y a un moyen aussi d'éviter ces récidives. On en parlera dans l'après-midi. La diapositive suivante. Alors, voici des résultats. C'est la carte de France des unités de soins intensifs créées par le plan AVC 2010-2014. Il y a actuellement 140 unités de soins dédiées à l'AVC, des soins intensifs. C'est une infirmière pour 4 lits. Ça a un certain coût, mais ça a au moins une efficacité. Et c'est cela qui a fait baisser le taux de mortalité. L'autre point, je sais qu'à Charleville-Mézières, vous souhaiteriez avoir une UNISI-NV. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'effectifs de neurologues. On est d'accord? Alors, si jamais vous allez au ministère de la Santé et de l'Éducation nationale, il faut qu'on crée plus de postes d'internes en neurologie. On est à 170 postes en France, c'est pas assez. Alors, c'était suffisant il y a 20 ans, quand on n'avait pas de traitement en neurologie. Mais comme vous le savez, le Parkinson s'est amélioré, la sclérose en plaques, l'épilepsie, l'AVC. Donc, on a besoin de ce corps de métier. Malheureusement, ça ne monte pas assez vite. Diapositive suivante. Le ministère, en 2015, nous a imposé une visite obligatoire au 6e mois de tous les AVC. On n'y arrive pas, il faut reconnaître, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et puis, revoir le patient chez un neurologue, la liste d'attente, comme chez l'ophtalmo, c'est 6 mois. C'est incontournable. Donc, on dépasse bien souvent ce délai. Donc, ça veut dire que le ministère est attentif à l'AVC. Prado, c'est une façon de prendre en charge des patients avec des aides soignantes, des assistantes sociales. C'est un progrès, ça avance dans
dans ce domaine. Et enfin, je souligne le rôle des associations de patients et de familles AVC, car effectivement, vous êtes des moteurs, des starters pour faire avancer les choses. Et merci à Madame Benon et à Claudine pour être très moteur et partisane pour effectivement améliorer les choses. Diapositive suivante. Alors voilà, je voulais vous montrer les résultats les plus intéressants. C'est l'Europe, c'est l'étude anglaise 2017, remarquable. Et vous allez voir que la France se situe pas mal. Diapositive suivante. La suivante, voilà. Là, c'est pour rappeler le taux de mortalité en Europe. Donc, nous sommes très loin devant les pays de l'Est, qui sont en bas, avec une mortalité très importante. Et nous sommes à 9%, comme les autres pays, où il y a le Danemark, la Norvège, donc l'Europe du Nord. Et la France se trouve à côté de l'Allemagne. C'est notre partenaire habituel. Donc, là aussi, bravo le plan AVC. C'est grâce au plan AVC que nous en sommes là. Moins de morts en France par AVC. Diapositive suivante. Là, c'est sur le risque premier de faire un AVC, c'est-à-dire la prévention. Eh bien, on s'aperçoit que la France, alors certains vont dire que c'est le vin, c'est le régime riche en vin, riche en resveratrol, c'est que vous voyez qu'on a un taux d'incidence extrêmement faible. C'est un taux extrêmement faible par rapport à l'Europe de l'Est, aussi bien pour le récidive que pour le premier AVC, ce qui veut dire que les facteurs de risque sont quand même relativement bien contrôlés. Et il y en a un sur lequel il faut énormément insister, c'est l'hypertension artérielle. Donc quand vous allez chez le médecin, il vous prend la tension artérielle, c'est pas pour allonger la consultation, c'est pas pour augmenter le prix des honoraires, simplement, on sait qu'on doit avoir une tension artérielle en dessous de 14 sur 9. Donc si vous avez 15, allez voir votre médecin et faites-vous offrir un tensiomètre pour Noël prochain, car c'est la meilleure façon de dépister précocement une hypertension artérielle qui est de loin le premier facteur de risque de l'AVC. Et cette hypertension artérielle, on peut la contrôler rien qu'en mangeant moins de sel. Et je tire mon chapeau à la Corporation des boulangers, qui il y a maintenant 10 ans a baissé le taux de sel dans la confection des pains. Je pense que le pain ardennais, qui est très particulier, a moins de sel que les autres pains régionaux, car effectivement c'est un moyen remarquable, peu coûteux, pour améliorer, pour faire baisser le risque de faire un AVC. Diapositive suivante. Ce qui est intéressant, 2015-2035, c'est pour montrer que, paradoxalement, c'est la France qui, dans les années 35, aura le plus d'AVC, parce qu'effectivement, on vieillit très longtemps en France. La survie est très, très, très longue. On a des centenaires. Un Français sur deux qui naît actuellement sera centenaire. Je ne pense pas, parce qu'avec la pollution, il y aura quand même des perdants. Donc, effectivement, il faut, sur le plan de la gestion des lits, prévoir beaucoup plus de lits dans les hôpitaux. C'est le grand thème actuel dans les urgences, pour beaucoup de maladies, mais y compris pour l'AVC, car vous voyez que nous aurons de plus en plus d'AVC dans les 20 années qui viennent. J'ai bientôt terminé. La diapo suivante. Vous avez tout votre temps. Juste, regardez, si vous faites comme ça, on vous comprend nettement mieux. Ah, pardon. Voilà. C'est pas trop fort? Non, c'est parfait. Parfait. Merci. Là, c'est la position de la France par rapport aux facteurs de risque. Alors, j'ai parlé d'hypertension, le régime salé, donc moins de sel dans la soupe ce soir, c'est important, ça ne coûte rien et c'est efficace. Il y a aussi le cholestérol, donc manger moins de gras, moins de fromage. Je sais qu'il y a beaucoup d'élevage ici et les fromages sont bons et gras, donc méfiez-vous. Il y a le tabagisme, donc là, on touche le comportement de l'individu. Il faut arrêter véritablement le tabac. Je peux raconter une anecdote? Vous avez encore du temps, docteur. Pas de souci. Non, c'est pour dire que c'est bien un problème de comportement franco-français. On redoute l'augmentation du prix du paquet de tabac, ou de cigarettes, pardon, à 10 € le paquet, ça va venir. Et à mon avis, c'est le seul moyen de faire baisser la consommation de tabac et de cigarettes. Et on prend l'exemple toujours de l'Australie. Et effectivement, il y a 2 ans, j'étais en Australie. Et en Australie, ils sont vraiment sévères. Le paquet est déjà à 10 $, donc c'est plus de 10 €. Et deuxièmement, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Et le lieu public, c'est déjà le trottoir. Et si vous fumez sur le trottoir, c'est 100 $ d'amende. Et donc, il y a 2 ans, je vais à Sydney pour un congrès, et je me promène dans la ville. Et puis derrière moi, il y avait 2 hommes qui fumaient. Alors je me retourne, puis en anglais, je leur dis, attention, vous allez avoir une amende de 100 $. Et face à moi, je vois un majeur qui se lève, et j'entends rien à foutre. C'était 2 Parisiens.
Donc, c'était deux Français qui, effectivement, culturellement, aiment bien bafouer la loi et les recommandations. Je pense qu'ils n'ont pas eu ils ont dû avoir une amende parce que ça n'a pas duré longtemps. Diapositive suivante. Là, c'est un progrès qui est pas mauvais. C'est-à-dire que c'est le nombre de patients qui est pris en charge dans les fameuses unités de soins intensifs neuromusculaires. On pourrait faire mieux par rapport à la Suède, où 88% des patients sont pris dans les USINV. L'Europe de l'Est commence à apparaître et la France, nous sommes au milieu. Là, il y a des progrès à faire. Il faudrait qu'il y ait plus d'USINV. Donc, effectivement, je soutiens tout à fait les efforts que fait la région de Charleville-Mézières. Diapositive suivante. Le nombre de thrombolyses, là aussi, on n'est pas très fort. Si on prend l'ensemble des AVC en France, par rapport à l'Autriche, par exemple, qui a un taux très élevé de fibrinolyse, on est très haut, en haut de la courbe, c'est-à-dire qu'on a un taux de fibrinolyse aux environs de 33%. On pourrait atteindre au moins 50%, parce que la fibrinolyse est actuellement le seul traitement efficace, c'est le fameux Destop, des AVC. Diapositive suivante. Là, c'est le coût des AVC. Je dirais, c'est difficile de comparer d'un pays à l'autre. On sait que ça coûte cher. Diapositive suivante. Alors, comment réduire le poids de l'AVC? C'est diminuer les facteurs de risque. Donc, je vais passer assez vite. C'est l'hypertension, c'est le cholestérol, c'est le diabète, c'est vrai. Et c'est surtout le comportement, le tabac. C'est manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bien démontré. C'est dormir. Alors, petite enquête, quelle est d'après vous la meilleure durée du sommeil pour éviter AVC et infarctus du myocarde? Alors, vous avez raison. Alors, c'est bien encore une fois les Anglais qui ont fait l'étude. Ils ont regardé les patients qui dormaient moins de 5 heures, ceux qui dormaient 7 heures et ceux qui dormaient 12 heures. Et ils ont regardé, au bout de 10 ans, le nombre d'AVC. Alors, vous avez raison, effectivement, la meilleure durée, c'est 7 heures. Et la pire, la plus mauvaise, ce n'est pas ceux qui dorment peu, c'est ceux qui dorment beaucoup. 12 heures, ça veut dire que dans la journée, ils seront obligés de faire des siestes longues parce que la nuit est mauvaise qualité. Ce sont des patients qui font des apnées du sommeil. Voilà, donc il faut y penser. Le patient qui dort dans la journée, pensez aux apnées du sommeil. Le patient qui grossit sans manger plus, pensez aux apnées du sommeil. Le patient dont la tension artérielle monte le matin, pensez aux apnées du sommeil. Ensuite, il y a aussi la durée de travail. Alors là, c'est les Américains qui ont regardé cela. Ils ont regardé plus de 55 heures. Il paraît qu'aux États-Unis, c'est une durée habituelle. Ils ont regardé 45 heures. Et puis, ils ont regardé, un clin d'œil à la France, 35 heures. Et puis, ils ont regardé, là aussi, au bout de 10 ans, combien d'AVC. Alors, vive la France, effectivement. 35 heures, c'est la durée la plus compatible avec un état de santé relativement correct. Et on le sait très bien. Alors, pourquoi les 52 heures ont le taux le plus élevé? Il y a le travail, il y a le stress au travail. Bien souvent, ce sont des travailleurs manuels qui travaillent sous les intempéries, etc. Donc, ça fait monter la tension, ça fait monter le stress. Donc, vous voyez, les problèmes quotidiens, on est capable maintenant de les contrôler grâce au big data, grâce à ces données massives que nous apporte le numérique. Diapositive suivante, on va passer là-dessus. Les facteurs psychosociaux, donc on parle aussi de la qualité au travail. On sait que le stress au travail est un facteur de risque. Ça fait monter la tension, ça fait tachycardie, ça donne des extrasystoles. Les conflits interpersonnels au travail, on le sait très bien. On a eu des expériences malheureuses en France. Et puis les risques comportementaux, donc c'est fumer au travail. Et puis tout récemment, il est démontré, c'est les Japonais qui l'ont montré, quand on est assis comme nous tous en consultation ou en travail d'administration, il faut se lever toutes les 30 minutes. Alors on nous dit qu'il faut marcher 2 fois 30 minutes dans la semaine, oui, mais dans la journée, levez-vous toutes les 30 minutes. Je vous demanderai ça à la fin, comme ça fera une standing ovation. 30 minutes. Voilà. D'accord. Ok. Monsieur le professeur, même si vous n'aimez pas ça, vous avez fait un tabac. Je vous laisse conclure. Non, je vous laisse conclure 1 minute quand même, si vous voulez. Alors, oui. Bien près comme ça, regardez. Oui, c'est important. Merci de m'accorder ça. Est-ce qu'on pourrait... Comme ça, s'il vous plaît, qu'on vous comprenne bien. D'accord. Merci beaucoup. Passez encore les diapos. Il y a une image que je voudrais vous montrer. Non, la suivante. Allez plus vite. Encore. Allez plus vite. Voilà. Hop, là voilà. C'est celle-ci.
c'est pour rendre hommage au docteur Daronjo qui est ici présent, qui est urgentiste dans votre région et avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler il y a maintenant 2 ou 3 ans sur le plan de télé-AVC, télémédecine destinée à l'AVC. Et effectivement, comme vous le savez, la Bourgogne a pris la région de Langres et de Chaumont et de Bourbonne-les-Bains dans sa région sanitaire pour des raisons de proximité. Nous sommes à 3/4 d'heure, Langres est à 3/4 d'heure de Dijon et Chaumont est à 1 heure de Dijon. Et pour les raisons de fibrinolyse, il valait mieux venir sur Dijon que venir sur Reims, qui est beaucoup plus long. Donc il a fallu insister d'une part auprès des agences. Donc c'est important parce que c'est notre seul groupement hospitalier territoire à cheval sur 2 régions, Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, et puis le Sud-Marnais, qui est la région Champagne-Ardenne. L'autre intérêt de cette région, elle est à la fois urbaine, avec Dijon, mais aussi rurale, avec Langres, Chaumont, Châtillon-sur-Seine. C'est une région aussi qui réunit un CHU, mais aussi 5 hôpitaux généraux et un hôpital privé. Et donc avec la télémédecine, on a suivi une campagne européenne pour évaluer les résultats de la télémédecine sur l'accès à l'AVC, l'accès à l'imagerie, l'accès à la biologie, l'accès à la fameuse fibrinolyse pour casser le caillot, et puis l'accès, on va dire, aux compétences neurovasculaires du CHU de référence. Donc on a regardé ce qui se passait à Dijon, à Beaune, à Semur-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine, Chaumont et Langres. Eh bien, effectivement, les meilleurs résultats ont été observés à Langres et à Chaumont. Alors dans la voiture tout à l'heure, on a essayé de comprendre les explications, pourquoi ces 2 petits hôpitaux qui sont en grande difficulté sur le plan financier, on le sait, pour lequel il y a un flux de malades qui est relativement réduit, eh bien on se demandait si le fait qu'effectivement les urgentistes, peut-être moins stressés que dans un grand centre où il y a un flux important, étaient plus attentifs, plus disponibles pour les entrées aux urgences, et donc plus sensibles aux nouvelles technologies. Et le résultat, c'est qu'effectivement, la population de Langres et Chaumont sont les plus, on va dire, admis dans le système de télé-AVC avec Dijon, ce qui permet aux Langrois et aux Chaumontais d'avoir un accès à la fameuse fibrinolyse directement par la consultation télévisuelle avec Dijon. Donc, merci au docteur Daronjo qui a été le médecin détaché par l'agence pour travailler avec nous, pour avoir un système tout à fait standardisé et pour avoir fait aussi des campagnes auprès du grand public comme on le fait aujourd'hui. Donc tout ceci, les réunions qu'on a avec vous, c'est toujours efficace. Voilà. Merci, monsieur le professeur. Je constate simplement que nous n'avons pas la même conception de la minute. Une minute, c'est 60 secondes normalement. Oui, parce qu'il y a eu un thrombus, il y a eu un caillot au milieu. Alors, vous êtes décidément joueurs, messieurs les intervenants, car vous avez modifié le plateau sans même nous en aviser. Mais c'est pas grave, nous nous adaptons. J'avais demandé à Patrice Laloux de venir, mais étant donné qu'il y a un impératif du côté du professeur Yves van der Meren, vous avez basculé vos interventions. Il n'y a aucun souci. La vie après un AVC, monsieur van der Meren, vous êtes chef de clinique associé à Montgodine. Vous œuvrez pour l'aide aux aidants, la prévention des complications. La vie après un AVC pour 20 minutes, monsieur le professeur. Si vous utilisez le micro à chef, pensez à faire bien comme ça pour la qualité de votre écoute. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais vraiment remercier les organisatrices et les organisateurs qui m'ont invité à venir discuter avec vous de la vie après un accident vasculaire cérébral. Suivante, s'il vous plaît. Alors, je travaille au CHU UCL Namur, à Montgodine. C'est un peu plus au nord. Suivante. Donc c'est à environ une centaine de kilomètres au nord d'ici, et grâce à la convention Zoast Ardennes, nous avons la chance de pouvoir accueillir des patients français du nord de la France, de cette zone des Ardennes, pour une prise en charge aiguë dans le cas suivant d'une thrombolyse ou d'une thrombectomie, donc cette intervention qui consiste à aller aspirer, harponner le caillot au sein même des artères cérébrales. Ça, c'est ce qu'on peut proposer en phase aiguë. Suivante. On sait que l'AVC est une pathologie fréquente. En 2010, la campagne mondiale de l'Organisation contre l'AVC cérébral se basait sur l'idée qu'une personne sur 6 est victime d'un accident vasculaire cérébral. L'AVC est une des premières causes de mortalité, ça a déjà été rappelé. C'est également, dans les pays industrialisés, la première cause de handicap au long terme. Suivante. La prochaine campagne, cette année, le 29 octobre, se base sur le thème « Une personne sur 4 est victime d'un accident vasculaire cérébral ». C'est dire l'importance de cette maladie qui a été déjà rappelée à de nombreuses reprises. Suivante. L'AVC frappe les personnes,
Un certain nombre, malheureusement, ne va pas pouvoir être sauvé, mais heureusement, grâce au progrès de la médecine, au progrès des équipes, grâce au fait que le grand public est de plus en plus conscient des signes de l'accident vasculaire cérébral, même s'il y a encore du chemin à faire, une grande majorité des patients vont continuer à vivre. Après un AVC, et de nombreuses personnes sont ici pour en témoigner, la vie continue. Mais comment ? Suivante. Un des problèmes fréquemment rencontrés par les personnes qui ont survécu à un accident vasculaire cérébral est une dépression. Pourquoi ? Parce que c'est un événement traumatisant, c'est un événement qui vous laisse régulièrement avec des difficultés, des séquelles, et donc il peut y avoir une perte de l'estime de soi. À l'heure actuelle, la dépression est relativement fréquente chez les patients victimes d'un AVC, mais elle n'est pas toujours détectée. Heureusement, suivante, la recherche fait des progrès, on commence à développer des outils de dépistage mieux calibrés et on peut maintenant proposer aux patients qui subissent une dépression un accompagnement psychologique ou bien le recours aux antidépresseurs. Suivante. Ce qui est important après l'AVC, c'est d'établir un projet de vie. Que va-t-il se passer après ? Que va-t-on devenir ? Il faut développer un projet sur le plan de la vie intime, de la vie sociale, familiale, de la vie professionnelle, se garder l'opportunité de développer des projets personnels, des choses qui tiennent à cœur, et pour ce faire, ne pas hésiter à faire appel à l'entourage, que ce soit la famille, les voisins, les amis ou l'entourage professionnel. Suivante. À l'hôpital, évidemment, toute une équipe est mise en place autour du patient. Très rapidement, l'urgentiste, le radiologue, le neurologue, toutes les équipes infirmières, de revalidation, etc. Certains patients ont un peu peur de se retrouver seuls une fois qu'ils sont à domicile. Suivante, s'il vous plaît. En fait, à domicile, il est également tout à fait possible de mobiliser toute une équipe à votre service quand vous avez été victime d'un accident vasculaire cérébral. La première personne à évoquer, évidemment, est le médecin de famille, le médecin de traitant, qui va être le coordinateur de ces soins. Des infirmières peuvent passer à domicile, des kinésithérapeutes, des phoniatres, une ergothérapeute, l'assistante sociale peut aider, de temps en temps, de façon plus ponctuelle, le neurologue ou le revalidateur peuvent également participer à cette prise en charge pour permettre aux patients d'avoir la meilleure qualité de vie possible et conserver le plus d'autonomie possible. Suivante, s'il vous plaît. Quelques règles de base relativement simples après un accident vasculaire cérébral pour aménager le domicile. Dégager les lieux de passage, éviter d'avoir des meubles bas ou d'avoir des choses qui traînent en permanence sur le sol, d'avoir des vestibules avec des porte-manteaux qui prennent la moitié de la place. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter d'aller chuter dedans. Une façon très simple aussi de limiter les risques de chute et d'accident est de s'assurer qu'il y a suffisamment de luminaires, que les pièces sont bien éclairées, qu'il n'y a pas de coins d'ombre dans lesquels on peut trébucher par inadvertance sur quelque chose qui traîne par terre. Il est possible d'aménager le domicile. Par exemple, pour les escaliers, ça va de choses très compliquées, ou en tout cas très sophistiquées, comme un fauteuil qui permet de monter le patient à l'étage, ou bien une simple main courante, une rampe qui va sécuriser la montée et la descente des escaliers. De même, dans la vie quotidienne pour l'intimité, pour la toilette et l'intimité, il y a tout un tas d'accessoires qui sont à disposition pour prendre un bain, une douche, ou pour faciliter le passage à la toilette. Tout ça peut être mis en place et notamment, suivante, grâce à la coordination des ergothérapeutes qui peuvent vraiment aider à adapter non seulement le domicile, mais également les environs du domicile. Suivant. Un élément dont on a souvent difficile à parler, c'est la vie intime après un AVC. Or, cette vie intime fait partie intégrante de la qualité de vie. Souvent, après un AVC, donc d'abord il y a le choc, il y a le traumatisme d'être victime d'un événement comme celui-là, et puis s'il y a la persistance de séquelles, il peut y avoir aussi une perte de soi, une perte d'estime de soi, une perte de confiance en soi, ce qui va avoir des conséquences importantes sur la vie intime des patients. La première règle, évidemment, est de ne pas hésiter à en parler avec son conjoint et avec son médecin traitant. Suivante, s'il vous plaît. Il y a des conseils de nouveau tout simples qui peuvent amorcer quelque chose, comme soigner son apparence pour regagner l'estime de soi, la confiance en soi, se détendre, faire appel à des massages, de la musique, d'autres choses, éventuellement planifier des moments intimes. Enfin, si l'AVC suivante, s'il vous plaît, est également quelque chose de traumatisant, c'est peut-être aussi une façon de mettre en place un autre projet, d'essayer d'autres pratiques ou d'autres façons d'avoir une vie intime avec son partenaire.
Pour cela, il y a de très nombreux dépliants qui sont extrêmement bien faits et qui expliquent toutes les possibilités qui sont accessibles chez les personnes victimes d'un AVC, qu'ils aient une hémiplégie, qu'ils aient une paralysie des membres inférieurs, etc., etc. Suivante, s'il vous plaît. Le travail est également un élément fondamental pour beaucoup d'entre nous. Nous nous définissons par la personnalité que nous avons, nous nous définissons également par ce que nous faisons, par ce que nous pouvons faire pour le reste de la communauté. Après un AVC, certaines personnes ont de fortes appréhensions de ne pas avoir la possibilité de reprendre leur travail. Le médecin de famille et le médecin du travail peuvent aider à mettre en place les conditions nécessaires à la reprise du travail, ce qui va s'intégrer dans un projet de vie plus global pour permettre aux patients de développer ce projet. Ça peut être une reprise à temps partiel, par exemple un mi-temps médical pour lequel le patient est payé temps plein avec une partie qui est prise en charge par la sécurité sociale. Ça peut être une adaptation de l'environnement et des lieux de travail. Suivante, s'il vous plaît. Ça peut être également une adaptation des tâches. On fait le même métier, mais peut-être plus tout à fait de la même façon, ou peut-être qu'on n'assume plus toutes les tâches qui étaient faites auparavant, mais qu'on en assume d'autres, qu'on modifie ce qu'on fait. Et évidemment, ça ne peut se faire que grâce à une communication bien réglée avec l'ensemble des collègues. Suivante, s'il vous plaît. Et parfois, il faudra ne pas hésiter à se dire, bon, ok, ce métier n'est plus accessible pour moi, mais j'ai encore de nombreuses années de vie, j'ai encore beaucoup de capacités, j'ai des projets, j'ai des envies. Peut-être est-ce que c'est l'occasion de me réorienter et de faire autre chose. Suivante, s'il vous plaît. Alors ici, j'ai été puisé dans un des fascicules de France AVC, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. C'est un petit quiz que je vous soumets. Comment faire pour se déplacer une fois qu'on a été victime d'un accident vasculaire cérébral? Selon vous, après un AVC, est-ce qu'il est indispensable de passer devant la commission préfectorale pour récupérer son permis de conduire? Qui pense que c'est oui? Levez la main. Oui. Qui pense que c'est non? Ok. Réponse, s'il vous plaît. Eh bien, en fait, en France, en effet, il y a une approbation qui est soumise à la préfecture. Question suivante. Après un AVC, il est possible de stationner sur les places réservées aux handicapés. Qui pense que c'est vrai? Oui. Qui pense que c'est faux? Réponse. En fait, c'est à la fois vrai et faux. Ça va dépendre non pas du fait que vous avez été victime d'un AVC, mais ça va dépendre des séquelles qu'ont engendré l'accident vasculaire cérébral. Et en fonction de ça, vous aurez la possibilité d'utiliser les parkings pour handicapés. Alors, après un AVC, est-il envisageable de prendre un avion de ligne? Qui pense que c'est possible? Oui. Qui pense que ce n'est pas possible? Oh, il y a encore des gens qui sont défaitistes là-bas dans le fond. Évidemment que c'est possible. Il n'y a pas de raison, pour autant que votre affection soit stabilisée, que vous ne puissiez pas voyager, que vous ne puissiez pas prendre l'avion, pour autant que certaines précautions soient respectées. Question suivante. Voyager à l'étranger est impossible après un AVC. Je ne doute pas que tout le monde va lever la main pour dire que c'est faux. Qui pense que c'est vrai? D'accord. Réponse. Ben non, vous pouvez voyager à l'étranger. Simplement, pour voyager à l'étranger, ce qu'on suggère, c'est de prendre avec soi ses médicaments, une copie de son rapport médical, ou en tout cas des grandes lignes, et peut-être, pour ceux qui ont la possibilité, une traduction dans la langue du pays dans laquelle vous vous rendez. Si jamais vous avez un ennui de santé, ça facilitera grandement la communication avec les médecins. Suivante, s'il vous plaît. Quelque chose qui effraie beaucoup les patients, c'est la possibilité de reprendre ou non la conduite automobile après un accident vasculaire cérébral. En France, vous avez un arrêté du 31 août 2010 qui dit qu'une personne victime d'un AVC, cela consiste à un motif d'incompatibilité temporaire selon la nature du déficit. Un avis spécialisé peut être nécessaire. Vous êtes tenu de signaler le problème de santé à la préfecture et la reprise de la conduite automobile va être soumise à l'approbation d'un médecin délégué à la préfecture. Suivante, s'il vous plaît. Oui, suivante, s'il vous plaît. Alors, la règle du pouce qui est proposée est la suivante. Si vous êtes victime d'un AVC mineur qui ne nécessite pas de prise en charge en revalidation dans une unité hospitalière,
il est possible de demander la reprise de la conduite automobile, dans un délai de 15 jours qui suit l'accident vasculaire cérébral. Pour reprendre la conduite automobile, il faudra obtenir l'agrément d'un médecin qui est délégué par la préfecture, qui vous permettra de reprendre la voiture. Suivante, si par contre c'est un AVC modéré à sévère qui a nécessité plusieurs mois ou plusieurs semaines de revalidation dans une unité hospitalière, le délai minimum pour pouvoir reprendre la conduite automobile est fixé à 1 mois, de nouveau avec un agrément du médecin de la préfecture, mais également dans ce cas-ci une évaluation pluridisciplinaire par l'équipe de soins qui s'est mise en place autour du patient. Suivante, s'il vous plaît. La reprise de la conduite automobile n'est pas toujours facile, mais à l'heure actuelle, la technologie permet d'aider les patients. Ça peut être des miroirs adaptés, ça peut être une inversion des pédales, ça peut être une voiture automatique. Il y a des boîtiers de télécommande, il y a des poignées ou des joysticks qu'on peut accrocher sur le volant qui peuvent vraiment grandement aider la conduite automobile et permettre aux patients de retrouver une autonomie, de ne pas toujours dépendre de quelqu'un pour des déplacements. Suivante, s'il vous plaît. Il y a de nombreuses possibilités de trouver de l'aide. En France, vous avez des organisations formidables qui sont vraiment très très bien organisées, notamment France AVC, www.franceavc.com. Vous avez également la maison départementale pour les personnes handicapées. Et pour les éléments plus techniques, le matériel, l'équipement, etc., vous avez la FANSICAT et la CICAT. Suivante, s'il vous plaît. Je ne résiste pas au plaisir de vous recommander la lecture de ces petits fascicules qui ont été édités par France AVC, qui sont extrêmement pratiques. Ils balayent différents aspects, les facteurs de risque de l'AVC, la prise en charge, la phase aiguë, comment éviter un AVC, ou bien les aspects de la vie quotidienne, comme ceux que nous venons d'évoquer maintenant. Suivante, s'il vous plaît. Après un AVC, la vie continue. Je vous remercie pour votre attention. Côté timing, c'est 20 sur 20. Merci beaucoup. Merci. Nous allons accueillir maintenant pour la même durée le docteur Mathieu Rutgers, qui est responsable de l'unité AVC auprès des cliniques de l'Europe de Bruxelles. Ensemble, nous allons échanger sur la prévention de l'AVC. Docteur, c'est quand vous voulez. Merci, mesdames les organisatrices, messieurs les organisateurs. Merci, mesdames et messieurs. Je vais essayer de tenir les 20 minutes, mais mon collègue et ami Yves m'a mis la pression. Mais c'est la barre... La barre est haute. Ah oui, oui. La barre est haute. Alors, il m'a été demandé de parler des modalités pour prévenir l'AVC. Diapositive suivante. Je vais en 1 ou 2 diapositives parler des signes de l'AVC, mais je m'attarderai plus largement sur les facteurs de risque et les causes d'AVC et sur toutes les modalités préventives, que ce soit de manière générale pour tout un chacun qui n'a jamais été victime d'AVC ou pour un patient déjà victime d'un premier AVC pour tâcher qu'il n'en refasse pas un second. Les signes de l'AVC, et je n'ai fait que reprendre qu'une partie du fascicule, du dépliant du programme que vous avez pour la plupart d'entre vous entre les mains. C'est vrai que les signes de l'AVC, on l'a dit tout à l'heure, sont parfois malheureusement encore trop souvent méconnus. Les choses s'améliorent au fil du temps grâce à différentes actions publiques et autres, mais force est de constater qu'ils sont parfois méconnus. Ceci s'explique par plusieurs motifs. Ce n'est pas forcément évident de reconnaître un AVC. Si je fais un comparatif avec l'infarctus du myocarde, la crise cardiaque, ça fait mal une crise cardiaque. Et donc un patient, son proche s'en inquiète et en règle générale s'en alerte très vite. Un AVC, sauf exception, ça ne fait pas mal. Et donc on a un élément, quelque part, on préfère ne pas avoir, mais qui est parfois un élément précieux qui pourrait alerter les patients qui n'est pas là. Et donc il faut être attentif à des signes peut-être moins connus, mais très importants à savoir reconnaître. Ils sont parfois nombreux, parfois uniques, parfois associés, ce qui ajoute la difficulté de reconnaître l'AVC. Il n'y a pas un AVC, il y a des milliers quelque part de présentations possibles d'AVC, mais si on essaye d'être synthétique et d'être attentif aux signes les plus importants, on va être vigilant à la présence de 3 signes qui peuvent être présents isolément ou de manière associée. Le premier signe, c'est une asymétrie du visage, ce qu'on dit communément entre nous, il avait la bouche de travers. Cela indique une probable paralysie faciale, ça c'est un signe très évocateur d'un accident vasculaire cérébral. Un deuxième élément, c'est une faiblesse, une paralysie d'un membre. Cela peut être tout un côté du corps, donc le bras et la jambe, ou uniquement le bras, uniquement la jambe.
Cela peut être une paralysie complète, donc la personne est par définition incapable de marcher subitement. Ça peut être une paralysie partielle, le bras a plus difficile à se mouvoir, mais il bouge encore. Mais il y a une faiblesse d'un membre ou d'un côté du corps. Ça, c'est un deuxième signe cardinal, essentiel à savoir reconnaître et interpréter. S'il est présent isolément, a fortiori avec le premier signe dont on vient de parler, il faut suspecter un AVC. Un troisième signe auquel on sera attentif, c'est la survenue soudaine d'un problème de parole. Alors un problème de parole, cela peut être simplement, subitement, la difficulté à trouver ces mots, un mot ou l'autre, ou plusieurs mots, ou un peu plus. Ça peut être carrément la perte, malheureusement, de la capacité d'expression et l'incapacité à s'exprimer. Donc des problèmes d'expression qui peuvent être associés à des problèmes de compréhension. On peut aussi avoir en même temps une difficulté, si on est victime d'un AVC, à comprendre son interlocuteur. C'est un signe qui n'est pas forcément évident à reconnaître, surtout pour l'autre, surtout pour celui qui est en face, mais c'est un signe également très important à pouvoir identifier. Et comme cela vous est indiqué avec l'acronyme VITE, il y a moyen de retenir de manière mnémotechnique ces trois signes. V pour visage paralysé, I pour impossibilité ou inertie d'un membre, et T pour les troubles de la parole. Si un seul de ces trois signes est présent, a fortiori 2 ou 3, en urgence, pour éviter le pire, composez le 15, diapositive suivante, c'est la seule chose à faire et elle est essentielle. Les services de secours sont excessivement bien organisés pour pouvoir reconnaître une suspicion d'AVC et pouvoir acheminer le patient chez qui on suspecte un AVC vers les services de secours adaptés. Si vous reconnaissez parmi vous, parmi un proche, parmi n'importe qui, un de ces trois signes, une seule chose à faire, appelez le 15. Alors j'avais dit que je ne m'attarderais pas sur les signes, je vais parler un petit peu plus longuement maintenant des causes et des facteurs de risque d'AVC. Les facteurs de risque d'AVC, ils sont très nombreux, il est impossible de les lister tous, il y en a qui sont évidemment beaucoup plus importants que d'autres, mais j'ai pris la décision très schématiquement de les séparer en facteurs de risque non modifiables et en facteurs de risque modifiables. Évidemment, un facteur de risque non modifiable, on n'a pas d'emprise dessus. Quels sont-ils? C'est l'âge. L'âge augmente le risque d'AVC. On l'a dit, des sujets jeunes peuvent être victimes d'AVC, mais l'âge est un facteur de risque en soi sur lequel nous n'avons pas d'emprise évidemment. L'ethnicité et plus largement le capital génétique peut nous rendre aussi plus prédisposés à présenter malheureusement un AVC. Mais ce sont des facteurs de risque non modifiables, donc il est beaucoup plus important de s'attarder à reconnaître, à identifier et à essayer de modifier les éventuels facteurs de risque modifiables que sont, en numéro 1, je pense que cela vous a déjà été dit au moins 3 fois depuis le début des exposés, l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est un mal indolore, mais extrêmement dangereux. C'est de loin le premier facteur de risque d'accident vasculaire cérébral, nous allons y revenir. À côté de l'hypertension artérielle, nous allons retrouver les problèmes de poids, de surcharge pondérale, a fortiori d'obésité, mais également de sédentarité qui peuvent être liés ou pas. Une question, on va y venir sur la consommation d'alcool et le tabagisme. Un mot sur le diabète et peut-être une cause moins connue du grand public, la fibrillation auriculaire, une affection cardiaque. On y reviendra tout de suite. Diapositive suivante. L'hypertension artérielle, je l'ai dit, c'est de loin le facteur de risque numéro 1 et c'est un mal indolore puisque parmi ceux d'entre vous qui souffrent peut-être d'hypertension artérielle, vous savez que sauf exception, l'hypertension artérielle ne cause pas de symptômes. Et donc parfois quand on la découvre, quand elle est objectivée chez votre médecin de famille, chez votre cardiologue, chez un médecin, vous êtes étonné d'apprendre que vous souffrez d'hypertension artérielle. Or, l'hypertension artérielle va abîmer de manière chronique et insidieuse nos artères, les artères de notre organisme et donc les artères de notre cerveau, et peut, à la longue, au fil du temps, fragiliser ces artères. Elles peuvent se boucher, on parle de thrombose et d'infarctus cérébral, ou se rompre et causer une hémorragie cérébrale, un autre type d'accident vasculaire cérébral. L'hypertension artérielle, évidemment, l'idéal, c'est d'éviter d'en développer une un jour, mais finalement, les moyens pour éviter de présenter une hypertension artérielle ou de la corriger et de la baisser si un jour on la diagnostique sont les mêmes. La première chose, et le professeur Giroux vous l'a rappelé, le sel. Il faut impérativement réduire votre consommation de sel. Et là, je parle pour moi, pour tout le monde,
nous consommons tous trop de sel. Peut-être pas Madame la Présidente, mais oui, si. Mais c'est bon, l'attrait pour le sel s'explique pour des motifs génétiques et autres. Le sel avait des valeurs, par le passé, avait des valeurs de conservation des aliments, c'était quelque chose qui était fort utile. Aujourd'hui, le sel, pour ainsi dire, pose presque plus de problèmes que d'avantages. Alors, il faut du sel, l'organisme, le corps a besoin de sel pour fonctionner, mais il en faut certainement moins. Et une réduction drastique de notre consommation de sel, a fortiori le sel ajouté, vous connaissez tous des amis, des proches qui, sans avoir goûté les aliments, ont ce réflexe de rajouter l'une ou l'autre pincée, ça c'est à proscrire comme comportement. Mais si on souffre d'hypertension, il faut aller plus loin, et il faut aller chercher le sel caché qu'on va trouver parfois dans certains aliments, où on le suspecte peut-être moins, mais certainement dans des aliments, comme j'ai symbolisé avec le hamburger ou la malbouffe, comme on dit communément, qui sont à proscrire parce que ce sont des éléments alimentaires qui vont favoriser l'hypertension artérielle. Le professeur Giroux vous l'a dit aussi, des choses à ne pas manger, mais des choses à privilégier, ce sont les fruits et les légumes. Vous l'entendez régulièrement à la télé, à la radio, sur Internet. Ce n'est pas des slogans pour faire joli, c'est une réalité biologique. Notre organisme se porte mieux si nous consommons au minimum 5 portions de fruits et légumes par jour. Et à côté de ces éléments capitaux, essentiels, alimentaire, il y a également l'activité physique. L'activité physique, je vais y revenir un petit peu plus en détail tout de suite, l'activité physique permettra à un patient hypertendu de l'aider à baisser ses chiffres tensionnels. Le tabagisme, je l'ai dit en introduction, est un facteur de risque d'AVC, mais est aussi une cause d'aggravation de l'hypertension du sujet hypertendu. Donc un sujet hypertendu a 2 fois plus de raisons qu'un autre d'arrêter de fumer si c'est en plus un fumeur. Et si malgré toutes ces mesures essentielle, l'hypertension n'est pas suffisamment contrôlée, alors évidemment viendra la solution médicamenteuse, le traitement médical que vous prescrira votre médecin. Deuxième facteur de risque, le surpoids. Alors le surpoids peut se définir de plusieurs manières. Nous utilisons souvent l'indice de masse corporelle, qui est un indice obtenu tenant compte de la taille et du poids du patient. Et lorsque ce rapport, cet indice, dépasse une certaine valeur, 25 en l'occurrence, nous parlons de surpoids. Et nous savons que si l'indice de masse corporelle dépasse 25 et a fortiori s'élève, le risque d'AVC s'élève sensiblement. Diapositive suivante. On y revient. Comment faire pour réduire ces problèmes de poids et par là prévenir le risque d'AVC ou de récidive d'AVC? C'est manger le plus sainement possible. Manger moins. Si on a un problème de poids, il y a certainement une question importante au niveau de la quantité, mais surtout manger mieux. Je viens d'en parler pour l'hypertension artérielle. On va privilégier ce qu'on appelle communément le régime méditerranéen, ça nous envoie un petit peu plus au sud, ou le régime crétois, vraiment basé sur une alimentation surtout végétale, des fruits, des légumes, très peu de graisse animale, très peu de viande rouge, plus de poissons. Donc des comportements, des habitudes parfois difficiles à changer, mais ô combien importants parce qu'elles ont véritablement un impact majeur sur la prévention de l'AVC. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît. À côté de la question de l'alimentation, on va mettre en balance chez un patient qui souffre d'un problème de poids la question de la dépense énergétique. Il est important de diminuer les apports énergétiques, mais on peut aussi l'aider en augmentant ses dépenses énergétiques. Et ça nous renvoie, là aussi, à nouveau, à bouger plus par quelque moyen que ce soit, mais en se fixant des objectifs réalistes. Vous le savez tous, il n'y a rien de plus inefficace qu'un régime draconien où vous perdez énormément de poids en très peu de temps pour les prendre tout aussi vite, si pas plus. Et donc se fixer des objectifs réalistes, même modérés, de quelques pertes de kilos pour commencer, sera à long terme beaucoup plus efficace sur la prévention du risque d'AVC. Aider en cela, le cas échéant pour l'activité physique, par des coachs sportifs ou pour l'aspect nutritionnel par des diététiciennes ou diététiciens et éventuellement par votre médecin si ce problème se complexifie. Diapositive suivante. Alors, la sédentarité, diapositive suivante, c'est un mal de notre ère moderne. Le professeur Giroux vous l'a rappelé, nous sommes trop souvent assis, pour quelque motif que ce soit, comme ici aujourd'hui quelque part cet après-midi, mais vous allez bientôt pouvoir bouger, ou dans nos fonctions professionnelles, où nous passons nos journées parfois devant un ordinateur, assis sur un bureau. Nous n'avons pas été, notre
corps n'a pas évolué au fil des millénaires pour fonctionner de la sorte. Et si nous imposons à notre corps une sédentarité, notre corps fonctionne moins bien et nous l'exposons entre autres plus à un risque d'AVC. Diapositive suivante. Et donc vous savez, il est recommandé de bouger plus et il est recommandé de bouger au minimum 30 minutes par jour. Donc 30 minutes d'activité cumulée, même si idéalement cela marche mieux en termes de prévention si cette activité est faite d'un seul tenant, mais il vaut mieux cumuler 10 minutes d'activité par-ci, 10 minutes par-là et 10 minutes encore une fois que rien du tout ou presque sur la journée. Et il y a des moyens très faciles dans votre vie de tous les jours pour bouger plus. C'est de privilégier la marche, le vélo, plutôt que la voiture ou les transports en commun, a fortiori pour des trajets relativement courts. C'est, si votre mobilité vous le permet, si vous ne souffrez pas d'un handicap, c'est de privilégier les escaliers plutôt que l'ascenseur. C'est de ne pas hésiter à sortir, à prendre l'air, à se promener, à marcher. C'est essentiel, c'est capital, parce que ça a un impact bénéfique sur votre santé et sur la diminution du risque d'AVC. Là aussi, vous pouvez évidemment être aidé, le cas échéant, par des coachs sportifs, et vous connaissez tous ces moyens très modernes que sont les montres connectées ou des applications gratuites que vous avez sur vos téléphones, sur vos smartphones maintenant, qui vous aident à préciser le nombre de pas, par exemple au quotidien, que vous allez faire. On va recommander un certain nombre de pas. Plus vous bougez, mieux ce sera. Idéalement, nous recommandons de bouger 6 pas tous les jours, au moins 5 jours par semaine. Diapositive suivante. Alors c'est un Belge, en fait franco-belge, qui vient de Belgique pour vous parler d'alcool. C'est complexe avec un collaborateur de Bourgogne. Et je suis originaire du Bordelais, donc vous voyez ça. Mais je vais tâcher d'être objectif. Diapositive suivante. Pour commencer, peut-être quelque chose de positif, même si c'est régulièrement débattu depuis des décennies dans la littérature, on pense que consommer un minimum d'alcool, j'ai bien dit un minimum, un tout petit peu, c'est ce que vous voyez en vert sur la figure, pourrait diminuer votre risque vasculaire au sens large. C'est débattu, mais certaines études ont démontré que boire ne fût-ce qu'un verre par jour et pas plus, pouvait avoir un impact bénéfique. Mais au-delà d'une certaine consommation, et qui malheureusement pour nous, si on écoute les scientifiques, ne fait que diminuer au fil du temps. Quand j'ai étudié la médecine il y a quelques années, c'était presque tant que vous ne buvez pas plus que votre médecin, vous ne buvez pas de trop. Et puis on est passé à 3 verres par jour pour les hommes, 2 verres pour les femmes. Aujourd'hui, c'est plus strict. On sait que si on dépasse plus de 10 verres d'alcool raisonnable par semaine, diapositive suivante, malheureusement le risque vasculaire d'AVC entre autres augmente. Et des verres d'alcool raisonnables, ce sont des verres d'alcool qui respectent, ça peut faire sourire, les bonnes proportions. On va te servir des volumes adaptés de vin dans un verre à vin, de bière dans un verre à bière, d'alcool fort dans un verre d'alcool fort, et pas inversement. Mais la leçon, c'est on peut boire un petit peu d'alcool, mais de manière très modérée, idéalement pas tous les jours, et certainement en se limitant à cette consommation maximale de 10 verres par semaine, ce qui vous octroie un jour où vous avez droit peut-être à un tout petit peu plus. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Diapositive suivante. Un autre problème, je pense, qui fera moins de débat, est la consommation tabagique, le tabac. C'est d'abord possible d'arrêter de fumer. Quand j'ai un patient fumeur en face de moi, victime d'AVC, chez qui on a cette discussion, je lui demande « Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer par le passé ?» Et souvent, c'est oui. Il faut savoir qu'un fumeur qui a déjà essayé d'arrêter de fumer, il a statistiquement plus de chances de finir par y arriver la 2e ou la 3e. Et donc, il ne faut pas perdre espoir, même s'il a été lui-même victime d'un échec et qu'il a rechuté, comme on dit. Et quelqu'un qui n'a jamais essayé d'arrêter de fumer peut y arriver également. Plusieurs modalités, des modalités thérapeutiques, médicales, les patchs de nicotine, certains médicaments, des thérapies non médicamenteuses, pour certains individus l'acupuncture, l'hypnose thérapeutique, pas l'hypnose de la télévision, mais l'hypnose thérapeutique peut être véritablement efficace, l'activité physique, l'activité artistique, et j'en passe. Chacun peut trouver son moyen, mais c'est possible et l'impact est majeur sur la prévention du risque d'AVC, de novo ou en cas de récidive. Diapositive suivante.
Le diabète est également un facteur de risque d'AVC à part entière. Vous le savez, il se caractérise par ce qu'on appelle une glycémie, donc un taux de sucre à jeun trop élevé dans le sang. Il est aussi lié très souvent, pas systématiquement, mais à un problème de surpoids, et les modalités essentielles pour traiter un diabète nous renvoient à celles dont nous avons déjà discuté. Manger mieux, manger moins, manger sainement, bouger plus, et évidemment, en cas de diabète, le cas échéant, bénéficier d'un traitement adapté suivant les conseils thérapeutiques de votre médecin. Diapositive suivante. Je terminerai avec le dernier facteur de risque vasculaire qui est en fait une cause à part entière d'accident vasculaire cérébral, peut-être moins connu, je le disais, du grand public, qui est la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire représente au bas mot probablement au minimum 20%, peut-être 25% et peut-être en fait plus des causes d'accidents vasculaires cérébraux dits ischémiques, donc ceux causés par un caillot, par une thrombose. Alors, la fibrillation auriculaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une arythmie cardiaque. Donc, cela fait un lien finalement entre notre cœur et notre cerveau. Entre médecins, nous l'appelons parfois communément les cheveux blancs du cœur. Donc, cela vous laisse sous-entendre que c'est une infection, malheureusement une de plus, qui est aussi en partie liée à l'âge. C'est pour ainsi dire presque inexistant avant 40 ans, très rare avant 50 ans, mais au-delà de la cinquantaine et a fortiori plus, le risque de développer une fibrillation auriculaire augmente, et on estime que chez les patients, les individus de plus de 80 ans, au minimum 10% des sujets de plus de 80 ans souffrent d'une fibrillation auriculaire. Alors la fibrillation auriculaire, elle peut parfois causer des problèmes cardiaques. Ça veut dire que c'est fini ou qu'il me reste 30 secondes ? 30 secondes. Je termine. Et c'est que le plus souvent, et c'est le problème, elle n'est pas ressentie comme telle, elle n'est pas pourvoyeuse de symptômes, elle peut en donner comme de la palpitation, mais parfois pas. Donc il est important, à partir d'un certain âge, de la dépister. Diapositive suivante. Au minimum par un électrocardiogramme, certainement après 50, 60 ans, au moins une fois par an, mais on se rend bien compte qu'un électrocardiogramme par an ne permet pas à coup sûr de déceler cette fibrillation auriculaire, que l'on peut traiter et pour laquelle on peut surtout, en donnant un traitement anticoagulant, minimiser le risque d'AVC. Et je terminerai par cela, c'est un pas que je fais un peu dans des technologies plus futuristes et novatrices que sont les montres connectées ou les applications pour smartphones qui nous permettent de plus en plus, mais à un coût élevé malheureusement aujourd'hui, de dépister ce type d'arythmie. Je pense qu'on va aller dans un avenir assez proche vers ce genre de solution. Je vous remercie pour votre attention. Et pour les plus jeunes d'entre nous, docteur, on vous a compris, l'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Non plus. Soyons sérieux. Une vingtaine de minutes avant la pause, si vous le voulez bien, et vous avez compris, la pause, de l'eau exclusivement et quelques pas d'ascenseur. Par contre, 15 minutes, pas plus, mais on en reparle dans 20 minutes. La prise en charge d'un AVC par le docteur Laurent Darojo, urgentiste au centre hospitalier de Romilly-sur-Seine. Docteur, c'est à vous pour 20 minutes. Bonjour à tous et merci de me permettre de m'exprimer sur ce sujet. Merci à l'organisation et puis merci aussi à vous qui répondez présent. Sans vous, les urgentistes ne peuvent pas traiter l'AVC et je vais tenter de vous le démontrer. Merci aussi aux orateurs précédents qui m'ont fait bien prendre conscience que je cumule beaucoup de facteurs de risque, ce qui me motive encore plus pour vous former pour la bonne réaction en cas d'AVC. Voilà, diapositive suivante. Quelques chiffres très rapidement, juste pour vous dire que dans les Ardennes, vous êtes 270 234 personnes, qu'il y a eu en Champagne-Ardenne 1 636 500 passages aux urgences. Sur ces 1 636 500 passages, 2 636 ont été diagnostiqués AVC sur la région, soit chaque jour 7 AVC qui se présentent dans les services d'urgence dans notre grande région, enfin dans notre ex-petite région, enfin Champagne-Ardenne, qui n'est plus l'anti-région. Diapositive suivante. Première cause de handicap, on vous l'a déjà dit, 770 000 Français vivent dans les suites d'un AVC et ça représente 5% du budget de la santé, ce qui motive à la fois les autorités publiques et l'ensemble des acteurs pour une prise en charge et des moyens financiers. Qu'est-ce qu'un AVC ? C'est une urgence
Et ce qui caractérise cette urgence, c'est un début soudain. 20% d'AVC hémorragique environ, 15 à 20%, et 80% d'AVC ischémique. Un AVC ischémique, c'est donc une thrombose d'un vaisseau. Un AVC hémorragique, c'est un vaisseau qui éclate, on va dire. Le point de chute de ces patients est de toute façon une hospitalisation en neurovasculaire, on y reviendra. Diapositive suivante, on va passer sur les signes qui vous ont été bien décrits. Diapositive suivante. Apprenez bien les signes. Une petite anecdote, quand je vais chez mon coiffeur, je lui demande les signes d'AVC. Faites de même chez tous vos commerçants, chez tous les membres de votre famille, et comme ça, vous saurez comment réagir vite. Diapositive suivante. Donc, que fait-on quand on est témoin d'un AVC? Premièrement, on allonge le patient à plat dos, à 0 degré s'il vous plaît. Sauf si les troubles de conscience sont majeurs et si le patient vomit. Dans ce cas-là, on installera en position latérale de sécurité, comme indiqué sur l'image en bas à gauche. On note l'heure de l'accident. Si l'accident se présente devant vous, vous regardez votre montre et vous notez cette heure. C'est primordial pour le traitement. Primordial. Si vous voyez quelqu'un d'allongé et que vous n'avez pas été témoin, qui sort d'une caisse par exemple, vous regardez son ticket de caisse, vous screenez son téléphone pour voir s'il y a eu un message qui permet d'horodater un petit peu le fait que le patient allait bien. Voilà. L'heure, c'est capital. Sans ça, ça va être bien plus compliqué. Vous essayez de récupérer les antécédents médicaux du patient. Le traitement, et notamment les anticoagulants, les AOD qui sont les anticoagulants oraux directs, les nouveaux AOD, là, il y en a certainement parmi vous qui en ont de ce type de traitement, c'est important parce que ça va modifier l'orientation de nos patients. Et puis, vous faites le 15. En attendant que les secours arrivent, vous pouvez également, diapositive suivante, noter et essayer de récupérer les cartes de matériel installées chez le patient. Alors, je m'explique, pacemaker, défibrillateur implantable, prothèse cardiaque, neurostimulateur, clip artériel, corps étranger intraoculaire, quoi d'autre, implant cochléaire, bref, tout ce qui peut être électronique ou non, mais surtout non, extirpable du patient. Ceci a une importance également pour l'avenir du patient, puisque dans certains de ces cas-là, on ne pourra pas lui proposer une imagerie par résonance magnétique, une IRM, et il faudra aller sur un autre type d'imagerie, le scanner avec injection de produit de contraste, s'il n'y a pas d'autres contre-indications. En Champagne-Ardenne, l'année dernière, 30% des patients se sont présentés aux urgences par leurs propres moyens. Donc, c'est pour vous dire l'intérêt du 15, parce que dans tous les services d'urgence ne sont pas égaux en Champagne-Ardenne pour traiter en urgence de l'AVC. Et c'est une perte de temps. Donc, le fait d'aller vite aux urgences, ce n'est pas rendre service aux patients. Faites le 15, je vous en prie, quand vous êtes victime, ou que vous êtes témoin d'un accident vasculaire cérébral. La diapositive d'avant, c'était... Oui, très important. Que faire si les signes disparaissent? Quelqu'un est devant vous, il a du mal à trouver ses mots, il est hémiplégique, il s'allonge, parce que c'est ce que je vous ai dit qu'il fallait qu'il fasse, et puis ça s'améliore, il n'a plus aucun signe. C'est pas grave, ça va passer, ça n'a pas fait mal, il n'y a plus de séquelles. Non, non et non et non. C'est un accident ischémique transitoire. Un accident ischémique transitoire précède un AVC dans 20-25% des cas. Donc, c'est de la prévention, ça nécessite une prise en charge en urgence, dans un service d'urgence, avec une imagerie en urgence et des examens complémentaires en urgence. Donc, même le petit déficit qui rassure, qui a duré 5 minutes, ou même moins, ou même un peu plus, peu importe, même s'il n'y a plus de signes, il faut consulter et appeler le 15, il faut consulter aux urgences. C'est pas rendez-vous avec le médecin traitant dans 3 semaines, ou demain. C'est une urgence. J'espère que c'est bien clair. Pourquoi faut-il agir vite? Bon, vous savez, chaque minute qui passe, c'est 2 millions de neurones en moins. Et puis, les différents traitements existants depuis maintenant pratiquement une vingtaine d'années, c'est quand même une spécialité assez récente, et un bénéfice du traitement très récent également. Vous voyez la zone
La zone rouge qui grandit en fonction du temps, c'est la zone qui n'est pas récupérable au niveau du cerveau. D'accord? Donc c'est pas parce qu'on dit, c'est pour ça d'ailleurs que je ne parlerai pas d'horaire et vous dire 4 heures, 3 heures, peu importe. Vous êtes témoin d'un AVC, il faut aller le plus vite possible. Le plus vite possible. Il y a des traitements accessibles maintenant dans les 24 premières heures, mais de toute façon, et quoi qu'il en soit, plus on attend, plus il y aura de séquelles et moins on sera à même de traiter le patient. Diapositive suivante. Donc les traitements, c'est quoi? En tout premier lieu, l'hospitalisation en unité neurovasculaire. Si vous mettez un patient victime d'un AVC en neurovasculaire, je vérifie le chronomètre avant qu'on se lève. Si vous mettez un patient en unité neurovasculaire et puis dans un autre service de médecine classique, le patient n'aura pas les mêmes chances. Pourquoi? Parce que dans une unité neurovasculaire, vous avez des médecins neurovasculaires, vous avez du personnel neurovasculaire formé avec des protocoles particuliers en fonction du déficit. Vous avez un accès à tout ce qui est paramédical et ça, on n'a dans aucun autre service. Paramédical, la kiné, le psychologue, l'ergothérapeute, l'assistante sociale, il ne faut pas que j'en oublie. Bon, il y en a d'autres, excusez-moi, mais enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est tout un environnement qui est formé pour la pathologie. Et encore une fois, vous allez dans un service de neurovasculaire, un patient qui a une hémiplégie droite par exemple, rien ne sera installé à sa droite. Vous allez dans un service classique, ça sera une chambre lambda comme une autre. Donc vraiment, le fait d'hospitaliser quelqu'un en unité neurovasculaire, c'est déjà une réussite. Malheureusement, nous n'avons pas assez d'unités neurovasculaires, nous n'avons pas assez de lits, nous nous battons quotidiennement pour ça, mais voilà. Donc, unité neurovasculaire, c'est le traitement. Ensuite, la thrombolyse, on vous en a parlé déjà, on dissout le caillot avec un thrombolytique. Il faut agir également et l'injecter le plus rapidement possible. Le traitement de plus en plus à la mode, c'est la troisième colonne, la neuro-radio-interventionnelle. On va chercher le caillot, avec un petit cathéter, on aspire et on retire le caillot. Et ne pas oublier quand même la prise d'aspirine, qui même si elle est bénéfique pour un patient sur 100 traités, elle est quand même bénéfique. Diapositive suivante. Comment accéder au traitement? Peu importe. Le principal, c'est de faire le 15 et qu'on vous envoie le moyen le plus rapide et que le patient soit allongé. Voilà. Donc, ambulance, pompier, hélicoptère, SMUR, peu importe. C'est le régulateur du centre 15 qui va décider, en fonction des disponibilités, en fonction de l'état clinique du patient, le vecteur à envoyer. Diapositive suivante. Où accéder au traitement? Alors, quand on est dans les Ardennes, il y a deux choix, deux possibilités. Le CHU de Reims, qui est l'hôpital, le CHU de la Marne, en relation avec la région, qui dispose d'une unité neurovasculaire et d'une neuro-radio interventionnelle. Et de l'autre côté, le CHU Godine, dont les représentants sont ici, qui dispose également du même dispositif. Et d'ailleurs, je tenais à remercier l'équipe qui a répondu à ma sollicitation très très rapidement, m'a envoyé même tous les protocoles de prise en charge. Et je peux vous dire que ces protocoles sont vraiment très très intéressants et à la pointe de ce qu'on peut connaître actuellement. Au niveau de la distance, je ne sais pas si on voit bien actuellement, mais en gros, Charleville-Mézières se situe un peu plus près de Reims, mais par contre, tout ce qui est fumée, etc., il n'y a pas de discussion possible. La Belgique est le recours idéal. Diapositive suivante. Donc à Charleville, finalement, même si nous voulons ouvrir une unité neurovasculaire, et croyez-moi que les volontés sont là, mais on n'a pas de neurovasculaire. Donc une unité neurovasculaire sans médecin, c'est très difficile. C'est impossible, c'est pas très difficile, c'est impossible. Donc, en attendant, et c'est une de mes missions auprès de l'ARS, je suis en charge de développer le réseau de télémédecine sur la Champagne-Ardenne. Nous avons donc ouvert une antenne de télémédecine à Manchester fin 2015. Vous voyez les chiffres entre 2015 et 2018. Alors 2015 c'est un peu faussé parce que c'était toute fin d'année, octobre ou novembre. Mais vous voyez, entre 2016 et 2018, nous sommes passés de 61 téléconsultations à 108 téléconsultations en 2018, avec des téléthrombolyses qui passent de 15 à 27. Donc voilà, donc on peut rendre service aux gens. La télémédecine, je ne sais pas si vous connaissez. Le principe, je vous le dis, on transporte le patient le plus vite possible aux urgences de Charleville-Mézières. Charleville-Mézières est formé à des protocoles adaptés. Tout est minuté, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut agir très vite et qu'il faut
être très réactif parce que au sein de l'hôpital et aux urgences, tout est organisé pour qu'on ne perde pas de temps. Le patient arrive, il est détecté par l'infirmière d'accueil, et puis tout le réseau se met en place avec des processus de traitement, d'examen de labo, d'imagerie accélérés par rapport à une pathologie standard. Donc, on essaye de ne pas perdre de temps à l'hôpital, essayons de ne pas en perdre de perdre de temps non plus avant. Donc, les protocoles sont faits, on allonge le patient, on contacte l'hôpital de Reims en télémédecine qui dispose d'une caméra pour un examen éventuellement plus approfondi du patient. Il va en imagerie, par les voies informatiques, l'imagerie est transmise au CHU de Reims et on prend une décision de thrombolyse, donc de thrombolyse par délégation de l'urgentiste. On injecte le produit, nous les urgentistes, et on transporte le patient ensuite au CHU de Reims en unité neurovasculaire. Voilà la télémédecine en résumé. Donc, mais le meilleur moyen, on l'a dit, de ne pas avoir des séquelles, c'est de ne pas avoir d'AVC. Donc, on vient de vous faire un exposé très brillant sur les facteurs de risque. Donc, voilà, je n'ai rien à ajouter là-dessus. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci, docteur. Avant que nous prenions notre pause, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, on a une petite surprise de 3 minutes. Il y a au premier rang monsieur Dominique Guillot, qui a créé quelque chose d'assez sympa dans le département. Je vais venir vers vous, monsieur, ne bougez pas. En 3 minutes, il va nous expliquer son heureuse initiative. J'approche tout de suite. Pendant que je rejoins monsieur, je vous propose d'applaudir bien fort nos intervenants. Merci. On est juste synchro, c'est incroyable. Quel professionnalisme, ce public. Dominique, pouvez-vous lever ou pas? Ça vous embête? Sinon, comme vous voulez. Ouais? Ok. Si ça vous incommode, vous restez assis. Ça va? Allez. Et bon. Vous pouvez là, comme ça, si c'est possible. Voilà, je vais vous tenir. Ouais. C'est bon? Je remercie tous les membres de l'organisation qui m'ont invité pour parler des chorales d'aphasiques. Vous savez ce que c'est que les chorales d'aphasiques? Oui, bon, eh ben c'est bien, oui. Bon, parce que Brigitte, qui est à mes côtés, vous créez une chorale d'aphasiques à Sarleville-Mézières. Je me présente, je suis monsieur Dominique Guillot, médecin généraliste, victime d'un grave AVC en 2005 à Lille. À ma sortie de mes hospitalisations, comment? Ah, oui. Non, mais oui, bon, si pour. J'ai eu la chance de rencontrer une orthophoniste de grande qualité qui m'a fait connaître une chorale qu'il avait faite avant de s'installer à Soissons. Elle m'a proposé de me conduire à Paris. Je sentais mal et elle a tellement insisté que je me suis laissé faire. À la suite de ma première répétition, j'étais épuisé et il y avait une légère augmentation de la fluidité de ma parole. Je suis allé 3 années de suite avec un ami qui avait le même problème que moi. Alors,
on avait retrouvé notre autonomie car nous conduisions mais oui, mon orthophoniste avait prévu de faire une chorale d'aphasique à Soissons, mais elle est partie vers le sud. Je l'ai rassuré et en lui disant c'est moi qui vais la faire. Qui va la faire, oui. C'était pour moi un challenge. J'ai fait une chorale il y a 12 ans que j'ai créé une chorale à Soissons, les Choristants Santé du Soissonnais, et à Reims, il y a 10 ans, les choristes de l'Espoir. Ces chorales sont aussi un lieu de discussion, nous pouvons, de discussion sur nos problèmes quotidiens, permis de conduire, comme on l'a rappelé à l'exposé précédent, répondre au téléphone. C'est important pour les aphasiques parce qu'on est souvent surpris et on ne peut pas répondre. Un lieu d'échange, de convivialité, d'entraide et de soutien du moral. Nous sommes une famille et je dis à Brigitte qui est à mes côtés que ce serait bien qu'il fasse une chorale d'aphasique, mais il faut je la soutiens et je l'aiderai pour faire la chorale d'aphasique, si c'est possible. Merci à vous, docteur. Merci, messieurs.